bienvenue sur l'empreinte digitale. On va regarder aujourd'hui comment convaincre son boss d'aller sur TikTok. Alors je suis pas tout seul aujourd'hui au micro de ce podcast, je vais être accompagné, comme dans l'épisode précédent, j'avais eu le plaisir d'accueillir Emmanuel Patry de Social Media Lab et cette semaine j'accueille Sarah Partouche. Alors Sarah, elle est Social Media Manager pour une start-up qui s'appelle Matera, qui est spécialisée, comme vous allez le voir, dans la gestion de copropriété. Et Sarah, elle a réussi à convaincre son boss d'aller sur TikTok. Alors c'est pas évident, le secteur de la gestion de copropriété sur TikTok, c'est pas forcément les entreprises qu'on attend de voir sur ce canal spontanément. Alors donc j'ai le plaisir d'échanger avec Sarah pendant à peu près 30 minutes. Je vais vous laisser découvrir cette interview. On a vu ensemble est-ce que toutes les entreprises peuvent ou doivent aller sur TikTok, quels sont ses résultats, comment elle anime son compte, comment elle s'organise, et puis ensuite elle va partager avec vous ses bonnes pratiques entre ce qui a marché, ce qui a moins marché, et puis elle verra aussi un aspect important qui est celui d'incarner sa marque sur TikTok. Et puis enfin on finira avec les KPIs à suivre pour ce réseau social tout particulier, et puis sur la stratégie social média en général. Allez, je vous laisse écouter cette interview, puis je vous retrouve à la fin de cet entretien. Salut Sarah. Salut. Écoute, je suis ravi de t'accueillir dans cet épisode de l'empreinte digitale. Je suis également ravie. Écoutez, c'est un plaisir, en tout cas c'est un plaisir pour moi de t'accueillir. Alors aujourd'hui donc je suis avec Sarah Partouche qui est social media manager pour une entreprise, une start-up qui s'appelle Matera. Alors Matera, c'est une entreprise qui a été fondée en 2017. Je vais te laisser peut-être le soin de nous en parler un petit peu plus en détail. Est-ce que tu peux déjà te présenter, Sarah, nous dire qui tu es, et puis ensuite nous présenter Matera? Oui, tout à fait. Écoute, moi, c'est Sarah. J'ai 28 ans et je suis du coup social media manager chez Matera. Et Matera, c'est effectivement une startup qui a été créée en 2017 par 3 cofondateurs. Matera est une entreprise dans le secteur de la gestion de copropriété. Et donc concrètement, on aide les copropriétaires à gérer leur immeuble sans passer par un syndic professionnel. Alors ça c'est révolutionnaire, c'est clair qu'on est tous un peu habitués à la formule traditionnelle pour ceux qui sont propriétaires. Le syndic, avec les réunions annuelles, avec toute la gestion qu'on peut connaître. Donc là vous proposez une offre, c'est un service qui est complètement différent, ça c'est dématérialisé, comment ça se passe ? Oui, tout à fait. En fait, c'est très simple. En France, donc comme tu le disais, il y a une obligation légale d'avoir un syndic quand il y a plusieurs copropriétaires dans un immeuble. Et il y a 2 manières de le faire. Donc la première, c'est la plus répandue, c'est effectivement de faire appel à un syndic professionnel. Donc concrètement, les copropriétaires se réunissent en conseil syndical et payent une agence ou un gestionnaire pour s'occuper de toute la gestion de la copropriété, donc toute la gestion de l'immeuble. Et la deuxième manière, c'est d'être en syndic coopératif ou bénévole. Donc, c'est tout simplement les copropriétaires qui se réunissent de la même manière en conseil syndical, sauf qu'ils gèrent de manière collégiale, donc entre eux, la gestion de copropriété. Ils ne payent pas d'agence, pas de gestionnaire, ils gèrent entre eux. Et nous, Matera, on accompagne du coup les personnes, donc les copropriétaires qui sont sur cette deuxième option. On leur fournit dans un premier temps une plateforme qui leur permet d'automatiser énormément de tâches parce que déjà on n'a pas tous des experts dans la copro, des experts de la copropriété tout simplement, et surtout on n'a pas tous le temps d'être à plein temps sur la gestion de copropriété. Donc on leur met à disposition une plateforme qui leur permet d'automatiser beaucoup de tâches, de se connecter à la plateforme et surtout d'avoir le contact de l'ensemble des personnes qui habitent dans l'immeuble, copropriétaires comme locataires. Et on leur met à disposition également des experts juridiques, comptables, travaux, parce que, comme je le disais, du coup, on n'est pas tous experts en copropriété, pas tous experts travaux ou en génie civil. Et donc, du coup, quand il y a un ravalement de façade à faire, par exemple, on a forcément besoin d'être aidé. Et donc, on leur met à disposition ces experts pour pouvoir mener à bien ces gros projets. Voilà. Wow. Alors, combien de copropriétés aujourd'hui vous gérez ? Combien de copropriétaires vous avez en portefeuille ? Alors, on accompagne aujourd'hui 7000 copropriétés en France et je crois à peu près 300 en Allemagne. On a lancé l'Allemagne l'année dernière. Et donc, Matera est maintenant le 4e acteur de la gestion de copropriété en France. Wow, c'est une belle entreprise. Alors, je vous invite à la découvrir sur matera.eu si vous avez la curiosité ou peut-être l'intérêt. Peut-être que vous êtes propriétaire, peut-être que le service peut vous intéresser. Il y a le lien tout en bas de l'épisode de podcast, matera.eu.
Alors, Sarah, je t'invite justement pour nous parler de social media management. Évidemment, on est dans l'empreinte digitale. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous présenter votre communication digitale? Quels sont les canaux que vous utilisez pour toucher votre public? Ouais, alors, les canaux, ça va être forcément le site web dont tu as parlé. On a également un blog et surtout l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, on est présent sur les grands réseaux sociaux actuels, donc LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok et Twitter. Ok, et sur ces canaux-là, on va voir ce que tu vas nous répondre. Est-ce que tu fais du contenu dupliqué? Est-ce que tu reprends un contenu que tu dupliques sur différentes plateformes ou tu fais vraiment un contenu adapté par réseaux sociaux? Parce que comme tu nous as évoqué TikTok, LinkedIn par exemple, c'est pas tout à fait le même public. Ouais, tout à fait. Alors c'est surtout aussi par manque de ressources humaines, parce que je suis actuellement seule dans l'équipe. Enfin, je suis accompagnée par Selma, qui est en alternance du coup dans l'équipe social media. Mais du coup, pour gérer l'ensemble de ces plateformes et créer un contenu vraiment personnalisé à chacune des plateformes, c'est un peu difficile à faire quand on est deux. Et donc du coup, actuellement, on a un calendrier éditorial pour chacun de ces réseaux. Mais il y a certains contenus qu'on duplique, notamment les contenus vidéo qui peuvent très bien aller et sur TikTok et sur Instagram et même sur Facebook. Quitte à produire un contenu, passer du temps dans la production de ce contenu, autant l'exploiter au maximum. Donc voilà, il y a un calendrier éditorial qui est propre à chacun des réseaux, mais il y a certains contenus qu'on duplique sur les plateformes. Ah, c'est souvent ce qu'on fait par manque de ressources, évidemment. De toute façon, il vaut mieux. Enfin, parfois, le contenu est adapté sur multiplateformes. C'est Ouais, pas trop carrément. le problème. Mais c'est vrai qu'idéalement, on dit toujours qu'il ne faut pas dupliquer. Mais voilà, quand on est un peu limité en termes de ressources humaines, bien sûr, il faut pallier à ça. Ouais, moi Donc, tu n'as pas d'agence je pense qu'il faut être un peu entre guillemets resourceful. Hmm. Nous, ça s'est avéré qu'au final, le contenu qu'on a dupliqué, il a hyper bien fonctionné sur l'ensemble des plateformes de manière générale. Même s'il est dupliqué, au final, il a performé sur les différentes plateformes où on l'a publié. Donc, ce serait bête de s'en priver, quoi. Hmm. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est une stratégie qui peut marcher à partir du moment où le contenu n'est pas vraiment typé pour une plateforme. Vous faites pas Exactement. du. Voilà. Dans ces cas-là, vous pouvez le rendre un petit peu. Vous pouvez l'exploiter sur plusieurs canaux. C'est ce que tu fais, a priori. Voilà. Oui, tout à fait. On Est-ce- ne va pas reprendre une trend, par exemple, qui est propre à TikTok et on ne va pas la mettre sur Facebook, par exemple. hmm. Euh, euh, Quoique, on pourrait. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on fait. En tout cas, sur la duplication, on essaye de le faire intelligemment, quoi. Quels outils tu utilises pour planifier, pour créer tes contenus, tout ça? Tu as des outils où tu fais ça à la mano? Comment tu fais? Alors, sur le suivi et la production des contenus, on le fait sur Notion. Donc, du coup, qui est un peu notre intranet, entre guillemets. C'est un Euh, outil extraordinaire. Ouais, Notion, c'est vraiment extraordinaire et c'est l'outil qu'on utilise en tout cas pour le suivi de la production des contenus et aussi se répartir les tâches et l'ownership entre Selma et moi, mais aussi pour faire vérifier par exemple les contenus. Sur la programmation, on a un outil qui s'appelle Agora Pulse Ouais. et on a un deuxième outil pour Instagram et pour TikTok spécifiquement qui s'appelle PlanDat. Et après, sur la production des vidéos, on le fait directement via la plateforme de manière générale, donc TikTok ou Instagram. Et on peut avoir besoin aussi de CapCut pour monter de la vidéo et pour du coup des fonctionnalités qu'on n'a pas forcément sur les outils de montage de TikTok ou Instagram. Ouais, excellent, merci. C'est le partage de bonnes pratiques, des fois des outils qu'on ne connaît pas. Alors, certains que tu as cités sont très connus, d'autres sont peut-être un petit peu moins. Donc, ça permettra aussi aux auditeurs d'avoir peut-être une palette d'outils qui peut s'agrandir un petit peu, d'avoir la curiosité d'aller voir les outils que tu as mentionnés. Je les Carrément. mettrai aussi en lien en bas du podcast. Ouais. Mhm. Combien de temps ça te prend, Sarah, pour piloter les réseaux sociaux là dans ta semaine? C'est quoi ta répartition du temps? Combien de temps ça peut te prendre? Je suis social media manager à plein temps et Full time, donc hein. du coup c'est l'ensemble de ma bande passante est alloué Ouais. à la production de contenu, à la stratégie et à la programmation, enfin vraiment toute la production de contenu, de l'idéation jusqu'au reporting, quoi. Ouais, aujourd'hui, ta communauté, c'est globalement, tu sais, le nombre de fans que tu as au total, combien ça représente par canal? Oui, alors au total, sur l'ensemble des réseaux sociaux, nous avons à peu près 63 000 abonnés. Et avec en tête, on va dire, le réseau social sur lequel on a plus d'abonnés actuellement, c'est TikTok, où on a à peu près 33 000 abonnés, il me semble.
Alors justement, c'est un peu le thème de ce podcast, hein, c'était le pilier hein, de cet entretien, c'est comment tu as réussi à convaincre Sarah, tes boss, à lancer TikTok. C'est vrai qu'on parle de copropriété, alors TikTok, on a toujours le cliché, hein, mais qui a tendance à s'éroder aujourd'hui, de se penser que c'est que des ados qui dansent. Non, c'est pas vrai, d'ailleurs tu vas nous le démontrer, mais déjà, premièrement, comment tu as réussi à convaincre tes boss à lancer TikTok? Pas simple a priori quand même. Oui, alors moi j'ai la chance de pas avoir eu énormément de difficultés à les convaincre, dans le sens où ils me font totalement confiance. Euh, Super. donc du coup, c'est simple, c'était du coup l'année dernière en septembre, donc en septembre 2020 et 22 ou 21, je sais plus, je sais même plus où on en est. Ah, ça doit être Mais en tout 21, parce que là on est en 22 là. Ouais, c'était en septembre 2021, c'est ça. Donc en fait, il y a vraiment eu l'essor des formats vidéo verticaux. Donc du coup que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Et à l'origine, donc moi ça faisait un peu moins de 6 mois que j'étais arrivée chez Matera. Et j'essayais encore du coup de comprendre la communauté, quelle était la cible et où est-ce que je pouvais aller la trouver. Et j'étais assez convaincue de tester vraiment à fond Instagram. Et ce qui fonctionnait sur Instagram à l'époque, c'était Instagram Reels. Donc du coup, dans un premier temps, je me suis dit qu'il fallait absolument se lancer sur la vidéo. Moi, mon sujet, en tout cas pour Matera, c'est la gestion de copropriété. Donc très difficile d'aborder ce sujet sans l'incarner par une personne. Donc on s'est posé la question de le faire incarner par des producteurs de contenu. Ce qui était assez coûteux et on n'était pas certain du coup de l'impact. Donc du coup, ce que j'ai proposé, c'est de le faire moi-même. Donc du coup, de l'incarner moi-même, de prendre les vidéos, de prendre mon trépied et voilà, de le tenter. J'en ai, bien que j'ai pas vraiment, on va dire, de hiérarchie pour la validation des contenus, j'ai quand même demandé conseil. Et on m'a dit oui, oui, bah vas-y, teste, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, on a testé. Et au départ, je postais sans trop de, on va dire, d'ambition. Et en fait, au bout d'un certain temps, on a vraiment une vidéo qui commence, des vidéos qui commençaient à bien marcher sur Instagram correctement. Et en fait, comme je produisais ce contenu directement pour Instagram, je me suis dit, bon, ça ne mange pas de pain, je vais ouvrir un compte TikTok et on va les poster, on va bien voir. Et ça nous permet aussi de tester un petit peu cette plateforme, de se l'approprier et potentiellement de voir s'il y a une cible à aller chercher. Et il se trouve qu'il y a une vidéo qui a particulièrement bien fonctionné, qui était une vidéo sur la taxe foncière, qui a fait 300 000 vues. C'était à peu près la 4e ou 5e vidéo que je publiais sur TikTok. Et à l'origine, on avait un maximum de 100 vues, Excellent. ce qui était vraiment pas une ambition incroyable. Mais donc, du coup, cette vidéo a fait 300 000 vues. Donc, on a commencé à se poser la question de la cible et si elle n'était pas finalement sur TikTok, s'il n'y avait pas finalement un biais entre l'âge des producteurs de contenu sur TikTok et l'âge des créateurs et l'âge des personnes qui le consomment. Et en fait, c'est vraiment on en a conclu, c'est qu'il y a vraiment ce biais-là. On a l'impression que les créateurs de contenu, en tout cas l'année dernière, parce que là c'est un peu plus vieillissant, entre guillemets, Mm. euh, mais oui, il y avait un vrai biais, en tout cas, sur les personnes qui consomment le contenu. C'est pas les personnes qu'on voit finalement sur les TikTok. Et en fait, on a clairement notre cible de copropriétaire qui est sur TikTok. Donc, du coup, on a vraiment axé toute notre stratégie sans délaisser les autres réseaux sociaux, mais on a vraiment axé notre stratégie sur TikTok cette année-là. Ouais, c'est excellent. Mais c'est vrai que la plateforme a la tendance à gagner vraiment en maturité, hein. Là, on voit que le public, on retrouve beaucoup de trentenaires, de cadras aussi à présent, même de quinquas, hein, quinquagénaires sur TikTok. Enfin, c'est vrai que spontanément, si on avait échangé comme ça, on avait parlé de Matera et TikTok, j'aurais pas tout de suite spontanément fait la passerelle entre les deux, mais clairement, ton public, ouais, il est là, il est derrière l'écran TikTok. Ouais, tout à fait. Et puis Mm. d'ailleurs, en fait, c'est aussi ce qui a conforté ma position vraiment d'axer la stratégie au social media sur TikTok et de convaincre encore plus du coup notre CEO qui était, en fait, on a parlé de taxe foncière sur cette vidéo. C'est Mm. clairement pas un sujet qui est accessible pour des personnes qui
qui ne sont pas propriétaires en fait. Donc du coup, j'ai vraiment analysé les commentaires, j'ai analysé du coup tous les indicateurs que je pouvais avoir sur cette vidéo. Et en fait, l'ensemble des commentaires qu'on avait, c'était vraiment axé sur des questions de propriétaires, de copropriété. Et voilà, on a eu, je sais plus, des centaines de commentaires qui étaient vraiment axés sur ça. Donc on s'est dit, bah, la cible y est, quoi. Ouais, c'est pas des gens qui sont venus par hasard touchés par l'algorithme et puis finalement qui avaient rien à voir avec ton audience. Clairement, tu tapais dedans, quoi. Non, pas du tout, pas du tout. Oui, effectivement, c'est ça qui nous a confortés dans cette stratégie. Alors, du coup, qu'est-ce que tu penses, Sarah? Est-ce que tu penses que toutes les entreprises peuvent aller sur TikTok ou peut-être même doivent aller sur TikTok? C'est quoi ton avis? Alors moi, je pense pas que toutes les entreprises doivent aller sur TikTok. Je pense que c'est une réflexion vraiment stratégique qu'il faut avoir. C'est pas parce qu'il y a une nouvelle plateforme qu'il faut se ruer dessus, même si c'est bien d'être pionnier sur cette plateforme. En tout cas, je pense qu'il faut réfléchir surtout à pourquoi se mettre sur cette plateforme. Déjà, pourquoi utiliser les réseaux sociaux dans une entreprise? Quelle est la valeur ajoutée pour cette entreprise? Nous, par exemple, c'est un levier de notoriété et un levier de brand love, enfin de préférence de marque. Et ensuite, je pense qu'il faut tester. Il faut voir si du coup, le sujet, parce qu'en fait, tout simplement, la stratégie et le sujet est très propre à l'entreprise. Il se trouve que pour nous, ça a fonctionné sur la partie copropriété. Mais peut-être que, voilà, c'est pas, enfin, tout le monde n'est peut-être pas, du coup, éligible, on va dire, à avoir une stratégie sur TikTok. Et surtout, c'est une stratégie qui est très chronophage. Enfin, la production de contenu sur TikTok, elle est extrêmement chronophage. Donc, il faut produire le contenu, l'incarner, c'est de la vidéo. Donc, ça prend du temps et toutes les entreprises ne peuvent pas forcément y allouer ces ressources de manière pérenne. Donc du coup, je dirais pas que toutes les entreprises doivent absolument aller sur TikTok. En tout cas, je dis que ça peut être un levier de notoriété ou de préférence de marque pour de nombreuses entreprises et qu'il faut pas trop se fier à l'âge de notre cible ou à la pertinence. Je pense qu'il faut le tester, tout simplement. Ah, c'est ça, comme tu l'as fait avec succès, hein. Je suis sur le compte là, TikTok de Matera, donc tu as plusieurs vidéos à plus de 300 000. Hein. Bravo, chapeau, hein, bien vu. Et Merci. c'est toi qui incarne, c'est toi qui incarne les vidéos. Si vous voulez voir Sarah, si vous voulez voir son travail, vous allez sur Matera_FR sur TikTok et vous allez retrouver les vidéos. C'est toi qui écris les scripts ou pas? Parce que c'est technique quand même. Oui, alors au tout départ, j'étais pas accompagnée ni par des stagiaires ni alternants, donc du coup c'est moi qui écrivais les scripts et je les faisais valider à nos experts en interne aussi parce que du coup bah, je commence à toucher un petit peu le milieu de la copropriété, mais je suis pas experte sur le sujet. Donc du coup je les fais valider par nos juristes, par nos experts en copropriété, en rénovation énergétique, enfin tout dépend du sujet. Et ensuite, j'ai une stagiaire qui nous avait rejoint sur la partie social media, Juliette à l'époque. Et en fait, elle a commencé du coup à proposer des scripts, à proposer des sujets aussi, parce que du coup, il y a beaucoup de contenu à créer. Pour être sur TikTok, il faut vraiment poster très très régulièrement. Donc du coup, pour une seule personne, c'est beaucoup de travail, en plus de la stratégie des autres réseaux sociaux. Donc du coup, Juliette avait commencé à écrire les scripts, à les faire valider et moi je les tournais ensuite et c'est ce qu'on continue à faire aussi avec Selma. On choisit ensemble les contenus, on les valide ensemble, on les fait valider et on les tourne ensuite. Voilà. Voilà. Et là, vous êtes à un rythme, quoi, c'est quotidien quasiment hein, sur TikTok, après, à peu près, a priori Oui, on poste Rythme sur quotidien. TikTok de manière presque quotidienne, peut-être un jour sur deux, oui. Pendant un moment où ça fonctionnait extrêmement bien, en mai-juin dernier, on était à 6 vidéos par semaine produites, et donc 6 vidéos postées. Et là, on a baissé un petit peu à 4 vidéos parce que le rythme était quand même assez intense. Et du coup, on essaie de maintenant produire des vidéos un petit peu plus qualitatives, moins vulgarisées peut-être, enfin moins de vulgarisation, mais en tout cas plus de mise en avant de nos clients et du ton de voix de Matera, de manière générale. Et du coup, par rapport à la visibilité et l'engagement, tu as constaté un changement positif avec ce changement de stratégie?
Oui, en fait, après, il y a aussi, donc, on est très dépendant du coup des changements d'algorithme et Ah oui. il y en a eu beaucoup sur TikTok. Donc, du coup, c'est très difficile de pouvoir comparer la période de l'année dernière à la même période et cette année. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de changements sur TikTok et notamment avec beaucoup de social media managers, on en a discuté et il y a eu une grosse baisse dans le reach, notamment à l'été au moment où ils ont instauré les comptes créateurs et la monétisation Hmm. des créateurs de Ouais. contenu. Donc du coup, les entreprises ont été un petit peu ciblées pour en fait baisser tout simplement la notoriété, en tout cas le nombre de vues des vidéos et peut-être pousser les entreprises à mettre du payant, donc du coup à faire de la sponsorisation sur la plateforme et obtenir plus d'argent, tout simplement monétiser le média qui est TikTok. Donc du coup, il y a quand même une baisse pardon, dans le reach. Mais on s'aperçoit que du coup les contenus vivent bien et la diversité de contenu est aussi favorisée en tout cas par nos clients. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que on n'a pas envie on a envie chez Matera surtout de mettre en avant des belles histoires. Donc la vulgarisation a très bien fonctionné et on ne l'arrêtera pas parce que du coup on souhaite informer nos clients, nos prospects, mais aussi du coup tous nos abonnés, tous les propriétaires qui nous suivent sur les dernières réglementations par exemple qui concernent les copropriétaires. Mais aussi on a envie du coup de modifier un petit peu, de diversifier un petit peu le contenu et de montrer des histoires, de l'émotion. Et en fait, qu'est-ce qu'est la vie de copropriétaire de manière générale, la vie entre voisins, la vie dans une copropriété, les situations cocasses, etc. Les avantages et les inconvénients d'être propriétaire. Tout à fait. Bon, il y a beaucoup de storytelling à faire autour de ça, effectivement, avec des séquences émotions, hein, communication plutôt hémisphère droit au niveau du cerveau. Alors, justement, Sarah, est-ce que tu peux... Là, ça fait combien? Ça fait presque bientôt 1 an et demi que tu as engagé Matera sur TikTok. Vous êtes présent sur TikTok avec l'entreprise. Est-ce que tu peux nous partager tes bonnes pratiques, un petit peu nous dire ce qui a marché et peut-être aussi tes mauvaises pratiques, hein, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que tu conseilles, qu'est-ce que tu conseilles pas finalement, avec le recul? Ce que je conseille, c'est d'y aller un petit peu au départ sans ambition et de vraiment tâtonner. En fait, que ce soit les heures de pic d'audience, que ce soit les contenus qui vont fonctionner ou quoi, ça dépend vraiment en fait de l'entreprise, du type de contenu. Je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est de passer énormément de temps sur la plateforme, de consommer du contenu, de voir ce qui arrive dans les pourtois, d'aller suivre aussi de nombreuses entreprises, voir ce qui se fait. Ensuite, d'essayer aussi de produire du contenu, même s'il est pas extrêmement bien léché. Même si on est une entreprise, TikTok, c'est un peu le contenu, il est roots en fait, parce que du coup, il a une durée de vie finalement qui est assez courte et les gens font beaucoup moins attention aux apparences, à la qualité de la vidéo, etc. Donc du coup, je pense il faut se lancer. Il ne faut pas attendre d'avoir le contenu parfait, le contenu le plus léché, etc. Il faut vraiment se lancer. Et surtout, il faut persévérer. Ça, c'est vraiment un des conseils phares, je pense, que je donnerais, mais de manière générale dans le social media, mais surtout sur TikTok. Il faut persévérer et c'est la régularité et l'acharnement qui paiera au bout d'un moment. Donc du coup, oui. Et rester en veille aussi forcément des changements d'algorithme, mais aussi peut-être des petits tricks qui fonctionnent sur TikTok, par exemple des petites phrases d'accroche qui peuvent bien fonctionner ou autres. Voilà, ce seraient mes conseils. Ouais. Et c'est vrai que ce qui démarque aussi sur ton compte, mais c'est beaucoup de comptes TikTok comme ça hein, qui percent, c'est le fait d'incarner la marque. Tu le disais tout à l'heure, il faut voir un Ah oui, visage sur carrément. TikTok. Hein, c'est vraiment une bonne pratique que tu recommanderais aussi, l'incarnation. Ah, ah oui, oui, tout à fait. TikTok, c'est vraiment le réseau social de l'humain Ouais. et de la spontanéité. À l'époque, quand j'ai commencé le social media, c'était Twitter, le média de la spontanéité. Et là, vraiment, TikTok, c'est vraiment le réseau social de l'humain, en fait, le fait d'incarner. Et c'est ça aussi, je pense, qui a séduit Raphaël, le cofondateur et CEO de Matera, qui est fondamentalement persuadé que en tant qu'être humain, on ne va pas s'attacher à une marque, mais on va s'attacher aux personnes Hmm. qui l'incarnent, pardon. Et c'est pour ça qu'en fait, il était assez persuadé
que ça allait fonctionner sur TikTok parce que il était persuadé qu'en incarnant la marque, en ayant cette personnalité qui est propre au ton de voix de Matera, tout en diffusant de l'information et du contenu qui peut plaire à notre cible, on allait y arriver. Et donc, en fait, sur TikTok, c'est tout à fait ça. On incarne la marque et l'incarner, c'est vraiment essentiel. Je pense que c'est très difficile sur TikTok ou alors sur certaines branches, peut-être que c'est possible de produire du contenu et vraiment fonctionner sans l'incarner. En tout cas, sur la copropriété, ça me paraît hyper difficile. Voilà. Ouais, en général, et c'est vrai que sur TikTok en particulier, hein, l'incarnation, elle est vraiment essentielle, mais c'est valable aussi même avant ces plateformes sociales. Hein. T'as peut-être pas connu cette époque-là, je sais pas, avant que VP s'appelait Vente Privée, et tout le monde recevait des emails de Cécile de Rostand de Vente Privée. Exactement. Tu te rappelles de ça? T'as connu quoi? Ouais, tu te rappelles, Cécile de Rostand. Alors que Cécile de Rostand n'existait pas, hein, c'était un pseudonyme qui avait été inventé histoire d'incarner la marque, et c'est pas Vente Privée qui écrivait, c'était Cécile de Rostand, et du coup ça donnait un rapport humain derrière une entreprise corporate qui est froide et distante. Ça mettait de l'humain et du coup c'était chaleureux, ça rapprochait, ça créait de la proximité. Carrément, c'est également notre stratégie sur les newsletters où c'est Amandine de Matera qui voilà. vous les envoie, et Amandine existe réellement. Je suis dans son équipe et effectivement, incarner le contenu pour nous, c'est assez essentiel. Donc si vous voulez vous lancer sur TikTok, voilà les bons conseils de Sarah avec le recul qu'elle peut avoir après 18 mois d'activité, ce qui a marché, ce qui a moins marché, et puis les bonnes pratiques, les choses à reproduire. Donc incarnez vos marques, et puis il faut se lancer, il faut essayer, il ne faut pas avoir forcément de grandes ambitions, on y va et puis on teste, mais surtout, comme tu disais, hein, TikTok, il faut persévérer aussi, hein. Ça ne va pas marcher forcément la première vidéo ni la deuxième. Hein. Ah oui, c'est de l'acharnement et il faut pas se décourager. Vraiment, il y a vraiment des contenus sur lesquels on va passer énormément de temps qui vont faire 100 vues, 300 vues et c'est extrêmement décourageant. Et il y a des contenus, voilà, on va passer 2 minutes à faire la production, peut-être, je sais pas, 30 minutes à vraiment le monter et le programmer, etc. Et au final, ça va hyper bien marcher. C'est vraiment aléatoire. Il n'y a pas de recette magique. Si on la connaissait, on l'appliquerait tous et on boosterait à chaque fois, on aurait des taux d'engagement de dingue, mais il n'y a pas de recette magique en social media. Hein. Non, c'est vrai, à part l'acharnement et l'apprentissage, la remise en question aussi. Tout à fait. Et c'est du test and learn, il faut apprendre, il faut tester, apprendre. Et puis voilà, on tombe, on se relève, on avance. Et puis c'est comme ça qu'on a un joli compte TikTok comme celui de Matera aujourd'hui. Il est plutôt pas mal sur les stats là. Hein. D'après ce que je regardais, ça marche bien. Hein. Oui, on est pas mal. Donc, comme je te le disais, l'engagement a quand même, le reach a quand même pas mal baissé depuis l'année dernière où on a profité de taux d'engagement et de reach hyper avantageux. J'avoue, j'étais très contente. Là, ça a un peu baissé, mais du coup, on a quand même encore notre cœur de cible qui est là et on est plutôt satisfait du coup des taux d'engagement, ouais. Alors justement, pour rebondir sur cette partie chiffres quantitative, c'est quoi les KPIs que tu suis ? Sur TikTok principalement ou sur le social media de manière générale? Non, en général, hein, sur la partie social media. Alors KPI, c'est Key Performance Indicator, hein, les indicateurs clés de performance pour ceux qui ne connaîtraient pas l'acronyme. Ouais, tout à fait. Alors du coup, nous, on suit forcément le nombre d'abonnés, donc combien d'abonnés on a gagné, mais aussi combien on en a perdu, parce que c'est très Excellent. important de savoir s'il y a forcément un pic de désabonnement, de comprendre pourquoi. On regarde également forcément le nombre d'engagements, le reach, donc la portée de nos posts, le taux d'engagement aussi. Et donc ça, c'est pour la partie quantitative, on va dire, les impressions aussi que j'ai pas mentionnées. Mais... Donc ça, c'est pour la partie quantitative. Et nous, on regarde aussi énormément la partie qualitative, qui est donc du coup la qualité des retours qu'on a, que ce soit des DM ou que ce soit des commentaires, ou même parfois on a certains membres de nos équipes qui sont en direct avec nos clients, qui nous font des retours. Par exemple, ils vont faire une assemblée générale avec des clients et qui nous disent « Ah, mais je vous suis sur Instagram, j'ai vu cette vidéo concernant l'assemblée générale, c'était hyper intéressant. » Et donc tout ça, c'est des retours qui sont hyper importants pour nous, que ce soit des retours positifs ou des retours constructifs. Parce que c'est bien de faire du reach, de faire de l'impression, mais il faut que ce soit aussi qualitatif. Et donc voilà, c'est les KPI qu'on suit.
Ouais, alors tu as dit des choses essentielles. Ne regardez pas que le nombre d'abonnés, regardez aussi le nombre de désabonnements. Parce que d'un mois sur l'autre, hein, on peut se dire, ah bah tiens, on a pris 300 fans, ouais, peut-être qu'on avait pris en fait 700, mais qu'on en a perdu 500 aussi. Donc regardez bien aussi le nombre de personnes qui se désabonnent et de voir si c'est une courbe qui a tendance à fléchir ou au contraire, si elle augmente, attention, warning, quoi. Et comme disait Sarah, effectivement, du qualitatif et du quantitatif, un mix des deux. Il ne faut pas regarder que des chiffres. Les social media, c'est des humains derrière, donc ils ont des réactions, ils ont des commentaires qui sont agréables ou pas. En tout cas, il faut tenir compte de tout. Donc ne regardez pas que les chiffres, regardez aussi la tonalité. Les mots sont importants au-delà des chiffres en social media, plus que tout. Tu fais ton reporting tous les combien, Sarah? C'est tous les mois, toutes les semaines? Comment tu bosses? Alors, je fais un weekly, donc du coup toutes les semaines pour la partie abonnement, donc le nombre d'abonnements et de désabonnements sur l'ensemble des réseaux. Et j'ai un reporting un petit peu vraiment plus approfondi, on va dire, sur tous les mois, donc un monthly. Ouais, super. Une bonne pratique aussi, ça. Ça, vous suivez vos indicateurs régulièrement toutes les semaines. Et puis tous les mois, vous allez un petit peu plus loin, pour approfondir un peu, puis avoir les grandes tendances, une outlook un petit peu générale, quoi. Carrément. Sarah, dis-moi, si tu pouvais donner... Alors, tu as dit beaucoup de choses, franchement, tu as donné beaucoup de conseils et beaucoup d'astuces. J'espère que ce sera vraiment utile pour tous nos auditeurs. Déjà qu'ils vont pouvoir... Ouais, je pense, parce que franchement, il y a des bonnes pratiques et des bons conseils. Alors, pour finir, est-ce qu'il y aura un conseil en or, le truc que tu pourrais dire à nos auditeurs qui voudraient se lancer sur TikTok ou sur les réseaux sociaux en général? Ce serait quoi ton conseil si tu devais donner une astuce ou un conseil, une recommandation? Bon, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour donner des conseils. Enfin, je veux pas. C'est toi qui es au micro aujourd'hui, donc c'est toi la meilleure personne aujourd'hui. C'est vrai qu'en social media, c'est difficile de... En fait, quand on a l'impression d'avoir craqué quelque chose, quand on a l'impression d'avoir vraiment trouvé la solution à quelque chose, les algorithmes changent et ça peut changer du jour au lendemain. Ouais, c'est sûr. Et donc, du coup, je dirais que quand on a l'impression d'avoir craqué quelque chose, en fait, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Et il faut toujours être alerte sur le déclin potentiellement de ces stats, de toujours se remettre en question. Ça, à mon avis, c'est essentiel au métier de social media manager. C'est vraiment de se remettre en question non-stop, de vraiment essayer de faire mieux et que même si on a réussi à craquer quelque chose, d'essayer de continuer à le remettre en question, quoi. Voilà. Ça, dans nos métiers, dans tous les métiers liés au digital en général et social media en particulier, les changements, alors c'est continu, c'est permanent, il faut toujours se remettre en question. Ce qui est acquis aujourd'hui, comme tu dis, dans 3 mois, on refait un podcast au printemps ou en été, et puis peut-être que ce sera devenu obsolète parce que TikTok a changé son algorithme ou parce qu'il y a une nouvelle plateforme qui a tout cassé, qui est arrivée, etc. Donc bon, c'est pour ça que nos métiers sont passionnants aussi, Sarah, non? Ouais, tout à fait. C'est l'adaptabilité à développer au quotidien. Vraiment, en tout cas, c'est ce qui me passionne. Très contente. Ouais, bon, super. Merci beaucoup, Sarah, pour cet échange, pour tout ce que tu as pu partager avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci en tout à cas. toi, Fabrice. C'est avec plaisir. Alors, donc je vous mets en lien de ce podcast tout ce qu'on a pu évoquer, comme le site web de Matera, les réseaux sociaux de Matera. Je vous mets le LinkedIn de Sarah aussi, si vous le souhaitez, comme ça vous pouvez éventuellement échanger avec elle. Oui, n'hésitez pas parce que souvent en social media, les social media managers sont très souvent seuls en entreprise. Il n'y a pas forcément d'équipe et on a l'impression aussi de tourner en rond et de pas forcément avoir assez de recul sur nos stratégies, sur les stats, sur la veille, etc. Donc n'hésitez pas à aller contacter d'autres social media managers. Moi, je parle régulièrement du coup avec un petit groupe de social media managers, ce qui nous permet du coup de prendre du recul et de se serrer les coudes devant les changements d'algorithme. On est tous ensemble, on n'est pas les uns contre les autres, donc c'est assez réconfortant, donc n'hésitez pas. Excellent. Non, mais c'est vrai, quand petite communauté, finalement, les social media managers, ça représente beaucoup de personnes, mais finalement, c'est vrai qu'en plus, avec le télétravail, ça peut être un univers un peu clos parfois. Donc, c'est bien d'échanger sur les bonnes pratiques. Tu es en concurrence peut-être certainement avec personne, tu partages avec d'autres confrères et qui ont d'autres thématiques que toi, mais ça permet d'échanger des bonnes pratiques et puis de faire du lien et de l'être humain, parce que derrière réseau social, il y a réseau et il y a aussi social. Tout à fait. Merci Sarah, merci beaucoup. Merci, écoute,
Encore une fois, tous les liens sont en bas de ce podcast. Et puis voilà, je vous laisse aussi le LinkedIn de Sarah si vous souhaitez, si vous êtes un social media manager, une social media manager et que vous souhaitez échanger avec des confrères et des consoeurs. Voilà, ce sera peut-être l'occasion de joindre au petit groupe de Sarah. Allez, Sarah, je te dis à très bientôt et toutes les plus belles choses pour la nouvelle année, vu que là on enregistre vraiment fin décembre 2022. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023 ? De bien manger. Oh. Le début du bonheur. C'est vrai. Moi, ce sera déjà pas mal, effectivement. Ouais. Très bien. Sarah, à très bientôt. Merci à toi. À très bientôt, Fabrice. Allez, salut. Allez, j'ai le plaisir de vous retrouver. C'était un super échange, en tout cas, avec Sarah. J'espère que ça vous aura apporté pas mal d'infos, peut-être un regard nouveau par rapport à cette plateforme TikTok. Vous pensiez peut-être que vous n'étiez pas légitime, votre marque n'était pas légitime sur cette plateforme. Vous avez vu qu'une start-up du secteur de la gestion de copropriété a trouvé sa place sur ce canal atypique et ô combien engageant. C'est peut-être le moment d'y aller parce que peut-être que dans 1 an, 2 ans, ce sera peut-être trop tard. Peut-être que vos concurrents auront pris de l'avance ou peut-être tout simplement que le canal aura peut-être changé ses algorithmes, son public, il sera peut-être dépassé, je sais pas. Ça m'étonnerait, vu le hype qu'il y a autour de TikTok et vu son succès auprès de la jeune génération et aujourd'hui des un petit peu moins jeunes. Je pense que ce canal a vraiment de très très belles années devant lui. Les amis, pour aller plus loin, je vous rappelle 2 ressources. Le livre blanc que j'ai publié il y a quelques mois, un livre blanc avec 25 conseils d'experts pour booster votre présence digitale, avec des réponses aux questions clés, comme quelle stratégie adopter pour se démarquer sur Internet aujourd'hui en 2023 ? Quelles sont les nouvelles attentes des internautes ? Quels réseaux sociaux privilégier pour votre activité ? Voilà, difficile de répondre parfois à ces questions. Et il y a 25 experts du digital qui répondent dans ce livre blanc gratuit qui fait une centaine de pages. C'est 25 interviews, vous allez voir, et chacun donne son regard d'expert. Alors je vous remets le lien tout en bas de ce podcast. Sinon, vous allez sur l'empreintedigital.com et tout en haut dans le menu, vous cliquez sur livre blanc. Et la deuxième ressource, c'est la newsletter de l'empreinte digitale. 2 fois par mois, vous avez accès à du contenu exclusif et vous êtes informé en priorité des nouveaux épisodes. Alors en toute transparence, ceux qui sont abonnés à la newsletter, désolé, depuis 1 mois à peu près, j'ai pas publié de newsletter, j'avais vraiment un planning complètement dingue, j'ai eu beaucoup de travail en ce début d'année, et j'ai vraiment pas trouvé le temps de faire les newsletters. Alors j'ai au moins publié les podcasts, je me suis dit je priorise le podcast, et puis je vais revenir sur la newsletter début février. Voilà. Allez, merci à tous de votre écoute. Avant de quitter cet épisode, vous l'avez apprécié, si c'est le cas et que vous l'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez laisser un 5 étoiles. Et si vous êtes sur Apple Podcast, ne partez pas sans laisser un commentaire, si possible positif, pour dire ce que vous avez pensé de cette émission. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une très très bonne semaine. On se retrouve très bientôt en podcast et en newsletter. Allez, salut à tous.